On avance, les amis, après le midi mercato, on avance pour ou contre Greenwood marseillais. C'est une des questions du jour. Ça a suscité d'immenses débats sur les réseaux sociaux avec l'arrivée de ce jeune homme, 18 ans, génie, qui est tombé sous le compte de la justice pour avoir frappé sa femme, violenté. La justice, finalement, puisque le couple s'est rabiboché, a décidé de sortir le dossier à blanc, sauf que c'est resté. Alors, faut-il pardonner à un être humain qui s'est complètement planté, mais qui est toujours avec sa femme, qui attend d'ailleurs un deuxième enfant, et le couple, d'après ce qu'on voit, va bien, et compte relancer sa vie et sa carrière après avoir fauté lourdement, il le sait, il l'a dit. Ou alors, il faut lui en vouloir toute sa vie, lui interdire tout travail et en faire un paria de la société. Je, qui je suis pour juger ça? Encore une fois, moi, vous savez que le tribunal populaire des réseaux sociaux me dérange au plus haut point, mais vraiment, on voit les images ici de l'arrivée de Greenwood hier. Voilà l'arrivée de Mason Greenwood, donc avec le chant des supporters, donc les supporters qui sont contents. Mais bien sûr qu'on condamne fermement et largement les violences, que c'est un scandale, que c'est une honte, qu'on soutient toutes ces associations qui viennent en aide à ces femmes. Maintenant, le tribunal populaire, encore une fois, des réseaux, comme si c'était la vraie vie, comme si c'était la réalité, comme si c'était un panel, un sondage où l'humeur des gens en général, arrêtez avec ça. C'est entre les gens qui gèrent 25 comptes, qui n'ont pas de vie, qui sont sous pseudo et qui donnent leur avis bruyamment, ça n'a rien à voir avec un sondage, une réalité ou la vérité d'un stade, où ça ne représente en aucun cas ce que pensent les supporters. T-shirt d'ailleurs de quoi? D'Allen Iverson pour Mason Greenwood à son arrivée à l'OM. Dada qui nous dit que ce sont les journalistes qui en font un flanc. Non, ça agite aussi beaucoup de médias communautaires de l'OM, beaucoup de groupes de supporters sur les réseaux sociaux qui discutent du sujet. C'est pour ça que je voulais avoir vous dans la room, la team, les passionnés du Dash Foot, votre avis sur ce genre de situation. Et je veux lire vos commentaires parce que je trouve ça intéressant. Nvidia dit sa femme a pardonné, nous on juge en étant pas dans leur vie intime. C'est ce que je dis complètement, le tribunal populaire, de gens qui ont vu des photos choquantes, ultra choquantes, et de gens qui ont vu écouter un audio. Mais, encore une fois, les choses dans des contextes. Comment vous permettez de juger la vie des autres quand vous ne connaissez pas les contextes, de façon, comment ça s'est passé, les remords, bref. La justice a fait son travail, non, dit Emrou, donc c'est réglé. Oui, après, c'est pas toujours que la justice a réglé les problèmes. Il peut y avoir des problèmes qui ne sont pas réglés par la justice, mais que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre. Après, lui, il a fauté très fort, mais il le sait. Mais il y a un moment où il est passé à autre chose, sa famille est passée à autre chose. Si sa femme était toujours dans je me plains en justice et ça n'avance pas. C'est un violent, c'est un violeur, c'est ce que vous voulez, et il n'a pas été puni. Si on était toujours là-dedans, ce serait tout à fait innommable et impossible de redonner une chance à ce jeune homme. Mais aujourd'hui, qui je suis pour juger la situation? Sa femme est avec lui, ils attendent un autre enfant. Il n'y a que sa femme, dit Ken, qui peut le condamner. Almada, il a été accusé 2 fois d'agression sexuelle, on n'en fait pas une histoire, pourtant il sera lyonnais en janvier. Ouais, il aurait pu être marseillais pour beaucoup, et ça ne dérangeait pas les supporters de Marseillais qui le demandaient massivement. Il n'y a que sa femme qui peut le condamner. Oui, la famille, il ne risque pas de prison, il n'y a pas de plainte, ceux qui jugent ne sont pas les meilleurs. Oui, en plus, quand on voit le niveau de demeuré qu'il y a sur les réseaux sociaux, bon, que ce soit certaines personnes particulièrement fada, pour ne pas dire plus, qui fassent la leçon à Mason Greenwood, du calme. Voilà. Je pense qu'en effet, comme le dit Gona63, il a pris cher avec Manchester United, il a compris et qu'il a essayé de se rabibocher, de panser les plaies, si je puis dire, mauvaise expression, et de
d'avancer. Voilà. Mais le gars n'a même pas été condamné avec sursis, même si sa femme avait retiré sa plainte. En aucun cas, ça n'éteint l'action judiciaire, dit Martou. Les gens aujourd'hui ne font que juger. Juger la vie des autres, c'est un sport national, c'est clair. Ils devraient balayer devant leur porte. Jérôme Bonhorgne qui nous dit « J'ai toujours du mal avec les donneurs de leçons. Sa femme est toujours avec lui, donc elle lui a pardonné. Stop au bashing Greenwood. » Ça me fait plaisir de voir tous ces messages parce que je vois une communauté du Dash Foot qui prend de la hauteur, qui ne juge pas spécialement les autres, voilà, c'est voilà. En tout cas, Michael nous dit, parce que dans mon pour ou contre Greenwood, il y a aussi le sportif, les amis. Michael, il pose la question, il dit top joueur, mais je ne sais pas sinon si c'est un grand joueur, puisque sinon des grands clubs se seraient mis dessus. C'est vrai, ça, c'est une situation à analyser. Alors qu'on voit Greenwood qui fait la une, là, je disais à 8 jours des JO, c'est l'OM qui fait la une du journal L'équipe, vous voyez ici en une aujourd'hui. C'est vrai ça, Mason Greenwood, alors très bonne saison de relance à Retafe en Espagne, dans un championnat qui me convient bien par rapport à sa technique, son style. C'est un attaquant, mais c'est absolument pas un avant-centre pour combler le départ de Aubameyang en Arabie Saoudite, on en parlait hier. Il a 22 ans, c'est le moment d'exploser, en effet, de reprendre son envol. Il était à 18 ans parmi les pépites européennes les plus prisées, et on sait, avec l'affaire Greenwood et ses violences, que ça a mis à mal sa carrière, sauf que il veut reprendre son envol. Alors, on pense qu'il il a été touché moralement sans doute il y a 3 ans. Physiquement, il doit être toujours top. À lui, avec son talent, de reprendre son envol. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre? Parce que ce n'est pas un avant-centre, encore une fois, c'est pas tout à fait un ailier. C'est Welcome Greenwood, nous dit Enzo Scoli. Voilà. En tout cas, Damien Chance nous dit Thibaut, on est capable de mettre 30 millions sur Greenwood, pourquoi on ne les fout pas sur un 9? Alors, Greenwood, selon les sources, ce serait entre 26, 27, 28 millions d'euros, plus 5 millions d'euros environ de bonus. On serait en effet sur l'achat de joueurs le plus élevé de l'histoire du club, puisqu'on est un tout petit peu, je crois, au-dessus de l'achat de Vitinha. Sauf que cet Olympique de Marseille n'est absolument pas un effectif fignolé. Et Deserbi n'est pas venu pour cet effectif-là. Bien sûr, avec son salaire top 10 européen, on le rappelle, Deserbi pour un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe avec des droits télé si bas. L'Olympique de Marseille doit encore recruter un neuf, qui pourrait être Eddie Nketiah pour 20-25 millions d'euros, qui est un très très bon attaquant d'Arsenal, qui a joué beaucoup de matchs avec Arsenal et mis pas mal de buts. Eddie Nketiah, top joueur. Jamais avant 2021, l'OM n'aurait pu songer à s'intéresser à un attaquant numéro 9 bis d'Arsenal. Pourquoi pas? Et aujourd'hui, l'OM donc n'a pas fini. Donc Greenwood est quasi certainement le transfert le plus cher de l'histoire du club, mais ce n'est pas fini. On est sur un été avec un club sans Coupe d'Europe où on voit que l'Olympique de Marseille n'en a absolument pas fini de ses emplettes. Pour l'instant, et sur donc l'arrivée de Brassier, de Koné, de Greenwood, on est à 50 millions d'euros déjà d'engagés, et on a certainement au moins 50 à 80 millions d'euros encore à remettre pour un arrière-gauche, un arrière-droit, un milieu de terrain, un numéro 9, un défenseur central. Voilà. Et quand Fesneau nous dit on a vendu des joueurs, rien d'exceptionnel, malheureusement, on te le dit, c'est mouton de dire ça, puisque l'Olympique de Marseille a vendu des joueurs, notamment pour éponger un déficit structurel annuel évalué à 70 millions d'euros qu'il a fallu remettre au 30 juin. Donc l'Olympique de Marseille continue d'être dans le déficit, et sans Ligue des Champions, sans Coupe d'Europe, sans Coupe d'Europe totalement et sans droit à télé cette saison, ce qui attend avec cette masse salariale record, avec ces dépenses records, c'est encore une fois un déficit exceptionnel, cher ami. Il n'y a pas de on a vendu, donc là on est bien, on peut redépenser. Non, tu vas acheter beaucoup plus que ce que tu as vendu. C'est clair et net. Et c'est déjà le cas. Donc, il faut arrêter avec ça. Oui, ça va à la marge te faire rentrer un petit peu d'argent. Et quand vous dites non, mais Longoria arrive à bricoler avec des achats sur plusieurs saisons. Le PSG achète sur plusieurs saisons. Vous l'avez dit, John Textor a demandé la semaine dernière à Nasser Al-Khelaifi d'avancer une échéance sur l'achat de l'an dernier de Barcola. Même le PSG achète sur plusieurs années. Auxerre achète sur plusieurs années. L'AS Stade Sable achète sur plusieurs années. Tout le monde. Et donc, quand vous vendez des joueurs, comme tu le dis, Fesneau, tu vends aussi sur plusieurs années. C'est pas d'un coup.
voilà, c'est encore une fois, les gens vont te dire que c'est McCourt qui remet de l'argent, mais tant mieux, que ce soit Pierre-Paul Jacques, encore une fois, on s'en fiche. Mais la vraie question, c'est comment vous vous informez aujourd'hui? BFM Provence a choisi de vous essayer de vous expliquer comment l'OM peut financer un tel mercato. Alors, Franck McCourt, s'il le faisait, il le dirait haut et fort, ça c'est déjà la première chose. Il serait là pour s'en gargariser, c'est logique en tant qu'homme d'affaires, etc. Il ne le fait pas. Il y a eu surtout, et ça il faut être très clair là-dessus, depuis avril, publiquement, ça n'a pas été posé en conférence de presse, l'ouverture d'un pacte d'associés, c'est public désormais, c'est en France, c'est plus que dans le Delaware où c'est caché. Et vous avez donc l'arrivée avec un échéancier, un planning, avec des augmentations de capital pour arriver à un certain pourcentage jusqu'à prendre les parts majoritaires et s'annoncer de nouveaux associés, voilà, qui vont devoir se dévoiler le temps, la temporalité, encore une fois, ça je ne connais pas quand ils se dévoileront. Mais aujourd'hui, c'est clair, net et précis, c'est public, qu'il y a, et en plus, Dadou le dit, les joueurs vendus à l'Olympique de Marseille sont vendus, Vitinha et d'autres, à 90% pour moins cher qu'ils ont été achetés. Donc, tu as perdu de l'argent. Voilà. Donc, impossible de voir un club qui achète directement. Ça, on est d'accord. Donc, on est en train d'avoir une des meilleures équipes depuis une dizaine d'années, tout à fait, avec des investissements délirants. Cazorla, quand tu dis l'OM baisse sa masse salariale, c'est ce qui était annoncé, et aujourd'hui, c'est le contraire qui arrive. Tu dis que ce n'est pas anecdotique, c'est le contraire qui arrive. Le départ d'Aubameyang va être compensé par un joueur aussi cher en numéro 9. Si tu as Sanchez qui arrive, Greenwood qui arrive, etc., non, ta masse salariale n'aura pas baissé. Et déjà, avec les 7 membres de l'effectif plus le salaire des Herbie, tu peux enlever la masse salariale du staff technique et de l'entraîneur, si tu veux, de ta masse salariale, mais elle est quand même dans les comptes du club. Donc non, aujourd'hui, malgré ce qui vous a été dit, la masse salariale du club est toujours record. Vitinha a été vendu à perte, etc. Donc il y a un truc fou, c'est, et on va se poser la question ici, en regardant ces images de BFM Provence, qui essaie de vous expliquer comment c'est possible de financer un tel mercato. Et encore une fois, je trouve que c'est pas assez recherché. Ils auraient dû missionner BFM Business là-dessus, parce qu'il y a des éléments comme le pacte d'associés qui est public qui ne sont même pas mentionnés là-dessus. On écoute BFM Provence. On parlait il y a quelques jours d'une offre autour de 30 millions d'euros. Dans tous les cas, ça fera de l'argent en plus dans les caisses, en moins du moins dans les caisses marseillaises, dépourvues de compétition européenne cette saison. Quelle est la feuille de match économique du club? On voit ça ce matin avec Fabio Marletta. Deux facteurs compliqueront cette année les finances de l'OM. Le club n'est d'abord pas qualifié en Coupe d'Europe, ce qui lui fait perdre entre 5 et 50 millions d'euros. Il y a aussi les recettes liées aux droits TV. La somme est divisée par 4 cette année. Le club risque de passer donc de 93 millions d'euros de droits TV à, voilà, pour 2024-2025, un peu plus de 20 millions d'euros sur droits TV nationaux. Une perte très importante si on la compare à ce que pouvait toucher l'OM les années passées. Donc. Ouais, vous avez bien compris, hein, on passe de 93 par saison à environ 20. Vous vous rendez compte, hein, la baisse. Et malgré ça, vous êtes un club hyper actif sur le mercato qui a que des pistes hyper onéreuses du jamais vu avant 2021. Oui, il y aurait une difficulté et oui, il y aurait une contrainte. Et pourtant, l'OM n'hésite pas à débourser beaucoup d'argent pour son mercato. Plus de 30 millions d'euros pour l'attaquant anglais Mason Greenwood. Alors là, le truc lunaire, 10 buts avec Monza, c'est rétafé. Jamais Greenwood n'a joué à Monza. Bon, c'est pas grave, des erreurs de chaîne info. 14 ans d'antenne en chaîne info, j'en ai vu plein. Travaillent vite et ils sont passés à côté de ça. C'est pas grave, à la limite. Bon, coquille. Greenwood, somme que le club pourrait Ce qui aussi. est plus grave, c'est le manque d'explications crédibles à leur sujet qui est hyper intéressant et auquel on se dit, bah, ils ont fouillé, ils apportent des réponses. Dépensé pour Valentin Carboni, jeune milieu argentin de l'Inter Milan. Et si la direction se permet. Le problème, hein, je vous le dis, en préparation de visuels comme ça de chaîne info, c'est qu'ils ont recopié le même visuel, vous voyez, ils ont ancré une photo différente, et ils ont repris le même visuel en changeant juste l'âge du joueur, les montants, mais ils ont oublié d'enlever mettre Etafé à la place de Monza. Bon, bah voilà, c'est classique de chaîne info. Permet d'investir autant d'argent, c'est surtout grâce à d'astucieux montages financiers, selon cet expert. Donc là, on nous dit, grâce à d'astucieux montages financiers. C'est l'explication de comment on peut investir. On prend les gens pour des idiots, c'est pas possible. Longoria, on sait que c'est le roi des prêts avec décalage de paiement. On l'a déjà vu là sur les 2 premières recrues officielles. Faire un prêt
et payer avec une option d'achat plus tard. Les gros problèmes qu'on voit depuis de nombreuses années, c'est de donner des contrats longs avec des énormes salaires. Et c'est ça qui vraiment plombe les finances du club. Pour rappel, Donc, contrat long avec des énormes salaires, ça continue. Et on nous raconte donc que Longoria arrive à faire ça parce qu'il fait des prêts et il paye plus tard. Donc, des prêts avec option d'achat obligatoire, c'est un transfert, les amis. Que tu achètes là au 14 juillet en payant sur 3 ans ou que tu achètes au 30 juin prochain en payant sur 3 ans, c'est de l'argent qui sort. Après, c'est juste des équilibres comptables, mais l'argent, il sort. Donc, et en plus, si tu revends, comme Vitinha, on le voit en photo ici, en perdant de l'argent, tu peux pas faire autrement qu'avoir perdu de l'argent, même si tu fais des rééquilibrages comptables, des provisions et ceci et cela. Donc, c'est des explications, parce que le reportage le club s'arrête là ensuite, qui sont incroyables. va également récupérer de l'argent grâce aux ventes de joueurs. 15 millions d'euros sur le transfert de Vitinha en Italie, 20 millions sur celui d'Iliman Ndiaye en Angleterre. Donc Iliman Ndiaye, ça a été annoncé à 18,5, peu importe. Mais en effet, oui, le club va vendre certains joueurs, et tant mieux, et c'est la première fois depuis des années que l'OM arrive à vendre des joueurs, et je m'en réjouis. Et encore une fois, on va faire un point là-dessus sur ce type de situation. Je ne suis pas en croisade ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de convaincre ou quoi que ce soit. Je vous mets les éléments sous le nez. Je vous explique ce que c'est un pacte d'associés. Il y a aujourd'hui 3 augmentations de capital engagées par les nouveaux associés officiellement annoncées depuis avril au club, mais qui ne sont pas dévoilées au niveau de leur nom. Donc il y a un planning, un échéancier d'augmentation de capital pour arriver à un certain pourcentage pour ensuite s'annoncer. Voilà ce qui est aujourd'hui rendu public. Et c'est comme ça que s'explique un tel mercato cet été, avec autant de possibilités au niveau salarial et au niveau d'achat de joueurs. Ils vous rendent ça normal. Il n'y a rien de normal s'il n'y a pas des nouveaux associés qui remettent de l'argent, qui vont devenir majoritaires et qui vont donc officialiser enfin cette session d'entreprise. Ça n'a sinon aucun sens. Il faut arrêter de se moquer des supporters. C'est pas en vendant Vitinha à perte et Ndiaye et Ric-Rac que vous financez des Nketiah, des Herbi, l'arrivée de Mason Greenwood, un potentiel Alexis Sanchez, bref. Voilà. Donc, encore une fois, il fallait faire un point juste sur cette situation, parce que quand on a chaîne d'infos, et je les aime beaucoup, et je connais plein de gens là-bas, etc., qui font là un sujet si léger sur un sujet si compliqué, mais ne faites pas de sujet, parce que c'est pas étaler les paiements qui vous permet de faire ce mercato, puisque tous les clubs étalent les paiements, on le rappelle, il n'y a personne qui paye comptant un achat. Donc voilà, c'est important de faire le point sur comment l'OM finance un tel mercato. C'est forcément l'aide de ces associés qui seront rendus publics dans les prochains mois. Encore une fois, une officialisation de vente de l'OM en plein été, comme ça, en plein mercato, ça n'a pas lieu d'être ni médiatiquement ni sportivement. On verra si, à la manière d'un City, il y a moyen qu'il se dévoile en septembre ou autre. Mais en tout cas, il n'y a pas d'infos spécifiques là-dessus. Je m'en fous. Je préfère avoir la surprise d'ailleurs, je l'ai dit. Maintenant, on vous met les éléments sur le nez pour éviter de vous faire prendre pour des idiots, c'est tout. Les supporters ne le sont pas et on le voit tous les jours dans la rue et ailleurs. Je vous ai encore donné des anecdotes hier dans l'émission par rapport à ça. Et donc, voilà, entre des Herbi, le mercato actuel, ça met la puce à l'oreille de plein de gens qui n'avaient déjà même pas besoin de ça pour le voir, puisqu'il y avait tous les éléments que certains qui ont la mémoire courte ont oublié des mois précédents et des années d'avant. Donc, ça prête à sourire. En tout cas, il y a eu là une curieuse explication. Mais on le rappelle, ceux qui ne veulent pas croire à ça, qui ne veulent pas se poser de questions sur les coulisses du club, vivez votre engagement, vos émotions sportives et sans vous poser de questions, ne vous embêtez pas avec ça, ne rentrez pas dans des détails si vous n'avez pas le temps, la patience de revenir sur tout ce qui a été dit. On ne va pas faire le perroquet et revenir à chaque fois là-dessus. Je ne suis pas en croisade, je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis pas du tout contre le club, la direction ou quoi. Je suis toujours très bien reçu, je suis en très bonne relation et il n'y a aucun problème là-dessus. Je respecte le travail des hommes d'affaires, d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas du tout dévoilé tout ce que je savais à ce sujet-là, mais à l'arrivée, juste respecter un peu plus les supporters en évitant de se moquer d'eux quand il y a un pacte d'associés qui est déjà public. Voilà, peut-être un sujet qu'ils pourraient aborder au lieu de faire une omerta autour de ça, comme si ça n'existait pas, ou de dire n'importe quoi, dire aux supporters, non mais c'est bon, là on a de la trésorerie, tu restes sur 700 millions de pertes en 8 saisons d'argent englouti, des déficits structurels chaque année. N'inventez pas une société qui perd autant n'a pas de trésorerie comme ça sur le mercato, ça n'existe pas. Sauf à avoir, on le voit depuis 2021 où le budget a plus que doublé désormais au niveau de l'Olympique de Marseille, de nouveaux apports extérieurs.
qui ne sont pas annoncées, pas justifiées aujourd'hui publiquement, et qui permettent d'investir toujours plus. Ah ça oui, et c'est ce qui arrive, et ce qui deviendra public. Il n'y a pas Winners 13 à attendre septembre, attendre ceci, attendre cela. Je ne suis pas responsable de la temporalité, je ne suis pas responsable de la gestion du club. Tant mieux s'il y a un excellent mercato, et je ne veux que ça, parce que vous le savez tous, c'est la mort du foot français de ne pas avoir un grand Olympique de Marseille. Donc je milite là-dessus et je vous mets les choses sous les yeux parce que ça va arriver, et tant mieux. Et ça va permettre au foot français de s'en sortir. Et ça, c'est capital, ça, c'est important, et ça, c'est vital, en effet. Parce que sans un grand OM qui concurrencera le PSG, vous pouvez mettre n'importe qui, même Lyon, ça n'aura pas le même impact. Il faut un grand OM, c'est hyper important, les politiques l'ont bien compris, et bien sûr qu'il y a eu de grandes manœuvres vers l'évidence aujourd'hui de cession, mais bien sûr, sujet tabou, sujet qui apporte des problèmes, sujet dont il ne faut pas parler parce que, en effet, ce sera comme tous les politiques, vous le disiez et répète, c'est un sujet qui n'existe pas jusqu'au jour où c'est officialisé. Donc, eh bien, voilà. Heureusement, il y a quelques éléments qui peuvent vous montrer que. Voilà, j'espère avoir pu faire un point carré là-dessus, précis, et le plus honnête possible pour que vous soyez informé sur le sujet correctement. BFM Provence détenu par qui? Le mec qui sponsorise l'OM, dit Hoffmat. Ah oui, bel écran de fumée. Oh, je ne sais pas si c'est aussi linéaire que ça, mais ça me fait plus penser, je vais te dire, à un sujet d'été, avec des rédactions l'été qui sont un peu moins renforcées que la période septembre à fin juin, et ça a été pris un petit peu avec légèreté. Voilà, le sujet démarrait plutôt bien avec l'analyse des droits télé, etc. Mais c'est très dur à traiter en 2 minutes un tel sujet aussi complexe. C'est la réalité aussi. Ant qui me dit: «Salut Thibaut, ma courte n'a pas le droit de changer de stratégie de com». Il a tout à fait le droit de changer de stratégie, mais une société qui intègre de nouveaux investisseurs l'annonce quand c'est un changement de stratégie. Je vais me faire épauler par pour continuer à. Là, ce n'est pas le cas du tout, on vous cache les choses. Et justement, dans les stratégies de communication, si tu as un club que tu veux continuer à le diriger, à le valoriser, tu te montres, tu le valorises. Tu ne disparais pas, comme ça a été le cas, ou à raconter des choses qu'on a déjà analysées en interview, donc ça n'a pas de sens. Voilà. Ça, c'est la réalité. Tu dois en avoir plein le cul de répéter la même chose tous les jours. Oui, un petit peu, mais l'attente est logique, l'attente est normale. Voilà. Non, pas du tout. Les nouveaux associés ne se gargariseraient pas aussi, Chris, parce que tu as un planning d'arriver petit à petit jusqu'à être majoritaire. Donc, en attendant, non, ils suivent leur planning de leurs intérêts qui sont calés entre eux. Donc non, les nouveaux associés, c'est pas du tout. Au contraire, il y a le secret des affaires et il y a un échéancier à suivre. Donc, et là, il y a eu 3 augmentations de capital une par mois, je crois. C'est mai, juin, juillet, quelque chose comme ça, dont une au 15 juillet. Bon, ça peut ne pas te mettre la puce à l'oreille, mais encore une fois, quand vous ne vous intéressez pas au sujet, si ça vous embête, ça vous prend la tête et tout, c'était pas le sujet de l'émission, vous voulez en parler. On vous fait un point très précis. Voilà. Et il y a en effet la nébuleuse de la création de FRSA, Kader a bien raison, cette société qui est le copier-coller de UK SA, qui a été créée pour Newcastle, qui est donc le copier-coller en France et qui n'est pas encore activé publiquement pour créer le lien avec la suite. Donc, voilà. Chris qui nous dit: une vente sur 4 ans, c'est pas prendre les gens pour des idiots. Non, malheureusement, Chris, le seul idiot là-dessus, sur ce sujet, quand tu tiens ce type de propos, c'est toi, puisque dans les affaires, c'est totalement courant. Renseigne-toi. Newcastle, ça a mis 44 mois. Saint-Etienne, ça a mis plus de 5-6 ans. Tu es sur des dossiers où, quand les intérêts politiques, géopolitiques, économiques prennent le pas, la vision à la petite semaine du supporter des matchs tous les 3 jours, ils s'en foutent dans les affaires. Donc, j'ai beau te le dire et le répéter depuis 2020, ça n'a pas imprimé là-dessus. Donc, en effet, ne pas comprendre tout le processus qui se passe depuis 2020, les négociations 2021, et tout d'un coup, bizarrement, 2021, l'explosion des investissements dans le club, la mutation profonde du club depuis 2021, tu as le droit de ne pas regarder. En revanche, non, le seul qui est pris pour un idiot, là, c'est toi qui ne comprends pas le monde des affaires, mais c'est normal, tu es là pour suivre du foot, des foot.
Donc là, on parle que de business. Donc c'est complètement autre chose. El Magico Pablo, le plus malin de ce monde, il a fait un grand boulot, en effet. Il arrive même à rester là pour l'instant au club, à retomber sur ses pattes malgré la fatigue de ce double emploi pendant des années de directeur sportif, président. Voilà, les amis. Akage qui nous dit on a les mêmes débats qu'à l'été 2021, on n'a pas vu l'ombre d'un repreneur. Eh bien, écoute, cher ami, c'est une chose qui est inéluctable et qui doit tomber. Et les aléas depuis 2021, la recomposition du consortium, tous les problèmes qu'il y a eu depuis, on en a assez parlé, on a assez dévoilé d'informations confidentielles là-dessus pour ne pas avoir à tout se refaire puisque tout est disponible en replay. Côté sportif, Harit, Oumania et Ounaï vont être conservés apparemment. Aucune idée après sur l'avenir de tous les joueurs. On est en plein mercato et ça peut encore bouger jusqu'à fin août. Donc ça, se prononcer maintenant, ça pourra changer, même si la vérité d'aujourd'hui pour ces 3 joueurs-là est celle de rester. Dès demain, tu peux voir des changements parce que tous les joueurs du monde entier sont à vendre non-stop. Voilà. Pourquoi cacher tant de choses? Ça a toujours été un fonctionnement très McCourt. Voilà. À partir du moment où vous créez une société dans le Delaware, c'est que vous voulez cacher des choses. Il y a aussi des intérêts fiscaux, ça c'est sûr, mais il y a aussi la nébuleuse du Delaware. Et donc, c'est parce qu'il y a des intérêts supérieurs qui sont politiques, géopolitiques, économiques, qui ont imposé ça à ce type de deal. Voilà, tout simplement. Quand les intérêts nationaux, les intérêts locaux s'opposent parfois, etc. Je suis assez revenu là-dessus pour ne pas me redire. Thibaut, on est bien d'accord que l'OM est devenu riche, mais pour l'officialisation pur excellent. Pour toi, mort pour cet été, encore une fois, tout peut tomber non-stop, mais le moment actuel me paraît médiatiquement, sportivement, pas intéressant. Voilà. L'hypothèse d'un McCourt qui aurait décidé d'investir, encore une fois, si c'était le cas, ce serait dit officiellement, clairement et publiquement. Et comme il l'a toujours fait quand il l'a fait, quand il l'a dit. Et pourquoi alors pourquoi est-il muet du coup à ce sujet? Ça c'est un vrai grand truc sur lequel il n'y a pas la réponse parce que quand vous voulez réinvestir, quand vous voulez être à la tête d'un tel club, etc., vous le dites clairement, fortement, parce que vous êtes un homme d'affaires puissant, il l'est, et c'est très bénéfique pour votre image, etc. Là, il y a des non-dits, on voit que ça marche sur des œufs, ça choisit les mots, et donc, si c'était le cas d'une nouvelle stratégie, après déjà avoir changé tous les cadres de la société, on est plutôt depuis 2021 sur l'application d'un cahier des charges d'une transition plutôt qu'un homme d'affaires qui décide de renverser la table, tout changer dans sa propre société pour repartir sur un nouveau projet. Dans ce cas-là, c'est dit clairement. Et là, ce n'est pas le cas. Alors que la table a été clairement renversée à l'Olympique de Marseille sur les dernières années, demandée aux salariés qui en sont partis. Voilà. J'ai posé la question à Romain Herring du Fossé. Lui, il botte en touche en disant qu'il n'est pas spécialiste en économie. Et ben, il a tout à fait raison de réagir comme ça, Fred OM, quand on n'a pas les données. Et quand j'ai pas les données, quand j'ai pas les explications, je vous le dis aussi. Et parfois, on n'a pas les réponses à tout en tant que journaliste. En revanche, on se renseigne après. On va voir les experts dans les domaines. On va voir des gens, comme je l'ai fait sur ce dossier, j'ai eu la chance d'avoir le bon réseau, sur les arcanes de ce qui se passe en coulisses. Et après, on peut essayer d'informer dans ce que l'on peut dire, pour préserver nos sources, pour préserver la sécurité, etc. etc. Mais voilà, les amis, sur la situation, peux-tu être actionnaire minoritaire mais injecter un max d'argent? D'une façon ou d'une autre, oui, tu peux prendre les parts de façon minoritaire d'abord, mais injecter via du sponsoring, injecter, oui, tu as diverses façons de financer aujourd'hui le football, ça c'est sûr. Voilà. Il faut montrer des documents, là tu aurais prêt à Berlande. Pas du tout, cher ami. Avec des documents, tu trouveras toujours des gens qui viendront te dire que ce sont du faux, que ce sont datés, que ce n'est plus d'actualité, que le club démentirait. Donc ça ne changerait absolument rien, à part remettre de l'huile sur le feu, une pièce dans la machine, et il n'y a aucun intérêt à personne. Vous avez déjà tellement de choses sous les yeux, et absolument pas besoin de ça aujourd'hui, de remettre le bazar là-dessus. Voilà, on va tirer les problèmes supplémentaires, pas de souci là-dessus. Voilà.
Les amis, il faut reconnaître que le business, c'est assez incompréhensible. On est d'accord, cher ami. Ça y est, Georges Mikotadze a signé ce contrat avec l'OL. Il s'est engagé pour 18,5 millions d'euros hors bonus qu'en 2028. Voilà, on avance. Ce qui m'intrigue, c'est que tu nous dis que oui, tes sources ont donné une temporalité, mais tu es surpris de chaque retard. Non, alors là, j'ai absolument jamais dit que j'avais des certitudes sur la temporalité. C'est ton analyse. Et les sources, elles sont tellement diverses et variées au cœur du dossier et tellement à haut niveau que, en effet, leur certitude sur le fait que ce soit fait, ça, il n'y a aucun problème, mais sur des annonces imminentes, etc., c'est surprenant quand ça n'arrive pas, ça c'est clair, mais sauf que il n'y a jamais d'unanimité sur tel moment, telle date, et que c'est pour ça que de toute façon j'en parle pas, et que je suis jamais à dire bon bah là c'est bon, ça va arriver là. Le moment de fin de saison, fin juin à début juillet, où ça devait arriver, c'était principalement le sauvetage du foot français, et la Ligue pouvait compter là-dessus d'ailleurs aussi. Sauf que ce n'est pas arrivé et le foot français est mort. Donc il va falloir, comme Bordeaux, que le foot français renaisse. Voilà. C'était une des clés de sauvetage des droits télé et d'avoir un OM fort, d'avoir voilà. Mais breaking news, 14h40 les amis, on passe à la fin de l'émission parce qu'en effet, Patrick Vieira quitte le Racing Club de Strasbourg en plein début de prépa, en plein travaux avec Mathis et Arthur. Ok, penses-tu que l'OM peut faire un mercato avec les investisseurs cachés? Il n'y a pas d'investisseurs cachés aujourd'hui, il y a des investisseurs publics, il y a des associés qui depuis avril sont déclarés dans un pacte d'associés sans qu'ils soient nommés. Il y a eu 3 augmentations de capital derrière, donc on est sur des gens qui s'est rendu public aujourd'hui. Donc c'est pas caché. En revanche, le nom, ceux-ci sont cachés. Ok. Officialisation, donc fin de mercato pour pas surpayer les joueurs. C'est une hypothèse. Je n'ai pas ces infos-là. Je n'ai pas toutes les infos, je n'ai pas toutes les réponses de mes sources. Je sais pas, j'appelle, ça répond et ça donne les réponses. C'est pas si facile que ça. C'est pas un jeu vidéo. Donc non, ça ne se passe pas comme ça pour l'instant. De mon point de vue, là, tu es dans l'hypothèse, qui peut être une hypothèse crédible, c'est tout. Voilà. Les amis. Clem Cani qui nous dit du coup pourquoi l'OM a de la thune, ils ont vendu pour 79 millions d'euros hors bonus pour avoir acheté pour 52. Alors déjà quand tu achètes, tu peux rajouter 10% au moins de commission d'agent, donc déjà tu es au-dessus des 52 achats. Comme on l'a dit, il y a encore au moins 80 millions d'euros à sortir sur des joueurs pour consolider cet effectif et pour faire un effectif pour des Herbis, donc tu seras largement au-dessus de l'argent engagé. Tu as perdu, comme l'a dit Pierre Rondeau, les ministre du Sport, environ 70 millions d'euros de droits télé par rapport à la saison dernière, juste pour l'Olympique de Marseille, 70 millions, passé de 93 à environ 20. Donc, au niveau des produits, c'est catastrophique, des recettes pour l'Olympique de Marseille. Et ta masse salariale va être, encore une fois, historique avec l'apport du salaire monumental de Deserbi. Donc, ce que tu calcules là en vente, je n'ai même pas fait mes calculs, je ne sais même pas si on y est exactement, mais dans tous les cas, c'est encore une fois déficitaire. Et là, tu me parles des ventes en tant que telles au jour J parce qu'ils ont vendu. Tu me parles de ventes où c'était des joueurs comme Vitinha à perte. Donc, c'est de l'argent de perdu. Tu as beau avoir vendu Vitinha, ok, tu l'as revendu, tu as diminué la perte. Ok. Mais voilà, donc arrêtez de faire vos comptes à la petite semaine, puisque sur 3 ans, c'est un gouffre financier, le mercato pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Et s'il y a eu besoin, d'après l'équipe, au 30 juin, de remettre encore 70 millions d'euros, avec 700 millions d'euros environ de pertes depuis 8 ans, c'était en déficit, cherchez pas. Voilà, c'est carré, ce sont les chiffres. Voilà les amis. Voilà, pour être clair là-dessus et sur ces choses-là. 14h45, 45 minutes d'arrêt de jeu, j'en peux plus, c'est des foot qui n'en finit jamais désormais. Voilà. Perte ou pas, en tout cas, la valeur du club augmente chaque année, oui, c'est ce genre de choses qui devraient te faire te poser des questions à KH. Un club comme Bordeaux, qui était en perte chaque année, n'avait pas sa valeur du club qui augmentait chaque année. Il y a des choses qui permettent d'augmenter sa valeur. À demain, et merci pour la goutte, Brian, Samimous. Oui, Samimous, oui. Sauf que la temporalité du mot vendu n'est pas la même pour tout le monde. Pour certains,
Vendu, c'est j'ai acheté un croissant, c'est vendu. Et ben, pour d'autres, dans les affaires, c'est pas du tout ça. Voilà, ça je l'ai dit X fois. À demain, en très belle forme, avec plein d'autres choses à se raconter. C'est le Day-Shoot, les amis. Et merci Patrick, Tesseb, Bibou, pour tous vos messages. Bye bye.